Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour la présentation donc de notre première proposition de loi citoyenne, et c'est avec une certaine fierté qu'on vous la présente sur la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables, alors qui arrive dans un moment où le gouvernement vient de nous annoncer les premières annonces sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Premières annonces par Emmanuel Macron qui montrent bien qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont inféodés aujourd'hui au lobby nucléaire, avec une annonce de fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035, donc 4 à 6 réacteurs entre 2025 et 2028. Donc concrètement, Emmanuel Macron imite formidablement bien François Hollande lorsqu'il dit « Nous ne fermerons aucun réacteur à part les 2 de Fessenheim dans le quinquennat, et donc nous continuons à avancer dans cette folie nucléaire et à être inféodés à ces lobbies. » Et c'est quand même intéressant parce que lorsque Nicolas Hulot et donc le gouvernement d'Emmanuel Macron avait annoncé qu'il ne tiendrait pas la baisse du mix énergétique, donc la baisse du nucléaire à 50% d'ici 2025, qui était pourtant inscrite dans la loi de 2015, il avait donné comme excuse, il avait dit à ce moment-là, oui, mais sous le quinquennat de François Hollande, rien n'a été fait, donc nous ne pouvons pas tenir la date de 2025. Finalement, François de Rugy, élu nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, décide que ça ne sera pas 2025, mais 2035 pour baisser cette part du nucléaire à 50%, donc qui est déjà largement insuffisant lorsque c'était 2025, et il nous annonce qu'il ne fermera des réacteurs qu'après le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc on est vraiment sur quelque chose où on se moque du monde et où on continue à attendre pour ne rien faire. Il continue donc sur la même voie que François Hollande, et avec un silence absolument coupable sur l'EPR, dont on sait déjà que c'est un fiasco absolu, puisque vous savez que l'EPR aujourd'hui n'est toujours pas lancé, et c'est fort heureux vu les défauts de fabrication qu'il y a notamment dans la cuve de l'EPR et sur le couvercle de l'EPR, et que c'est un projet qui au départ devait coûter 3 milliards d'euros, finalement en coûtera 11, et il annonce autour de cette EPR, des annonces ont été faites comme quoi à la fin du mandat, vers 2021, il pourrait être annoncé qu'on construise de nouveaux EPR et donc qu'on continue, là encore, à courir après cette énergie qui est une énergie du passé. Et là où vraiment, pour le coup, on sent qu'il se moque fortement de nous, c'est lorsqu'Emmanuel Macron parle de sobriété énergétique. Il dit qu'il faut aller vers la sobriété énergétique, mais en même temps, comme il aime à le dire, nous allons avoir besoin de plus en plus d'électricité. Et lorsqu'on a construit le tout nucléaire, c'est justement sur la consommation d'électricité qui devait doubler tous les 10 ans qu'a été construite toute la stratégie du nucléaire. Et donc on voit bien que la sobriété énergétique dont Emmanuel Macron se réclame n'arrivera absolument jamais, d'autant plus que ça c'est largement passé sous les radars, mais c'est très important de le dire. Par une espèce de magie de calcul, nous sommes passés de 5,6 millions de ménages qui sont en précarité énergétique à 3,3 millions. Alors comment? Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins froid dans leur logement? Absolument pas. Ils ont juste changé le mode de calcul, c'est-à-dire qu'ils ont calculé que le taux d'effort que les ménages devaient mettre dans l'énergie et dans le chauffage de leur logement passait de 10%. Jusqu'alors, on considérait que quand on mettait 10% dans le chauffage de son logement, on était en précarité énergétique, à 8%, ce qui est une folie pure au moment où on sait qu'il y a une inflation et une hausse des prix de l'énergie extrêmement forte. Donc finalement, Emmanuel Macron nous a annoncé les premiers éléments d'une programmation pluriannuelle de l'énergie qui continue dans la folie du nucléaire et qui continue à dire « nous ne ferons rien et nous continuerons ». Or, pourquoi nous avons fait cette proposition de loi sur la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables? Parce qu'il y a 3 fondamentaux qui doivent guider la politique en termes d'énergie. La première, c'est la sobriété énergétique, la deuxième, c'est l'efficacité énergétique, et la troisième, c'est la production par les énergies renouvelables. Or, vous le savez, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous n'aurons pas de débat à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de débat démocratique sur la manière dont va s'organiser la politique énergétique sur les prochaines années, ce qui est un vrai problème, bien évidemment. Et nous l'avons dit, nous avons fait une campagne cette année sur cette question. Le nucléaire est une énergie du passé, le nucléaire est une énergie qui coûte extrêmement cher, et lorsque je parlais de l'EPR, personne ne peut être dupe si l'EPR se lance, ce que nous ne souhaitons pas, que le coût de cette énergie sera bien supérieur au coût des énergies renouvelables, et c'est la tendance actuelle que les énergies renouvelables aujourd'hui coûtent moins cher que l'énergie nucléaire.
Donc une énergie du passé dont il faut sortir avec en plus ce faux argument qui est donné de dire nous serions à la hauteur des enjeux écologiques et climatiques aujourd'hui si nous continuons dans cette folie du nucléaire. Non, au contraire, il faut aller vers le 100% des énergies renouvelables. C'est ce qui était dans notre programme, c'est ce que nous avons travaillé avec les ateliers des lois dont on va vous parler juste après. Et donc, cette proposition de loi citoyenne, elle permet de montrer que nous allons et que nous continuons à travailler de manière sérieuse pour avoir cette proposition de loi qui permet à la fois de renforcer l'indépendance énergétique de la France, puisque vous savez que le nucléaire est dépendant de l'importation d'uranium. Elle permet de créer massivement des emplois parce qu'il y a beaucoup plus d'emplois créés dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire. Elle donne un nouveau souffle à notre recherche et qui sort des rêves absurdes et fantasques autour d'une énergie illimitée et qui pourrait continuer à tout jamais. Elle lève une menace extrêmement sérieuse sur notre existence puisque le nucléaire fait peser sur la grande majorité des Français le risque d'un accident nucléaire. Et surtout, cette proposition de loi, elle protège, et nous avons tenu à le marquer de manière très forte parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, et ce sont les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. Et donc, nous avons proposé de protéger avec cette proposition de loi les salariés du nucléaire, qu'ils soient sous-traitants ou statutaires, en assurant leur reconversion progressive. Donc, cette proposition de loi introduit également un élément clé de la planification écologique qui est le Haut Commissariat à la planification écologique, qui serait doté de pouvoirs renforcés et qui aurait autorité sur les ministres pour mettre fin au règne de Bercy et de l'argent roi partout. Qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Nicolas Hulot est parti, puisqu'il perdait absolument tous ses arbitrages et qu'il racontait à quel point les lobbies sont à l'intérieur même du ministère. Et lorsqu'on regarde les secrétaires d'État aujourd'hui, on comprend bien que les lobbies sont aujourd'hui même ministres sous Emmanuel Macron. Et cette proposition de loi, donc, elle commence avec la chose dont on parle moins lorsqu'on parle d'énergie et qui est pourtant primordiale, c'est de dire qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans efficacité et sobriété énergétique. Et donc, elle commence par ça et par la nécessité d'avoir un plan d'investissement très fort, notamment sur des logements, sur l'isolation, merci, l'isolation des logements. On propose aussi dans cette proposition de loi d'aller vers une distribution de l'électricité comme monopole public et enfin, je le disais, d'avoir pour tous les travailleurs du nucléaire, qu'ils soient sous-traitants ou non, l'obligation d'une convention collective commune. Je rappelle d'ailleurs que ça, c'était des choses qui avaient été dites lors de la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, qui avait été pointé de manière très forte qu'un des risques nucléaires aujourd'hui très fort, et pour les travailleurs et pour tous les habitants qui vivent autour des centrales, c'était le taux de sous-traitance extrêmement élevé des travailleurs dans le nucléaire, pour les travailleurs du nucléaire, et que les conditions de travail ne permettaient pas d'assurer la sûreté et la sécurité des centrales. Or, ces conclusions des commissions d'enquête ont été rendues. Depuis, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il n'est pas possible d'avoir un gouvernement qui annonce une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui continue de dire nous allons continuer à tout nucléariser et à courir derrière cette énergie du passé, sans répondre d'abord à des choses qui ont été posées par des enquêtes sérieuses faites par les parlementaires et sur lesquelles, là encore, nous n'avons aucune réponse. Et puis enfin, cette proposition de loi propose aussi un contrôle parlementaire et citoyen beaucoup plus fort sur le nucléaire, puisque vous savez que l'énergie nucléaire est par elle-même une énergie qui est une énergie autoritaire, contrairement au développement des énergies renouvelables. Et avec cette proposition de loi, on propose donc d'aller vers une société plus démocratique, moins verrouillée, où les emplois seraient utiles et profitables à la communauté nationale. Et c'est l'horizon que nous voulons poser aujourd'hui avec cette proposition de loi, qui est la seule qui soit à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Sylvain Noël, membre du pôle des ateliers des lois de la France Insoumise, avec notamment Gabriel Amar, Vivien Rébière, Raphaël Boudard-Léventu et Pamela Ossini, ici présente. Donc, vous l'avez compris, cette proposition de loi a ceci de particulier qu'elle est le fruit d'une méthode et d'une philosophie bien singulière. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, l'atelier des lois, c'est avant tout une nouvelle forme de réunion publique qui vise à permettre aux citoyens d'écrire la loi eux-mêmes.
de la façonner, en somme de se la réapproprier. Donc pour ce faire, pour aboutir à un tel résultat, des juristes bénévoles, au minimum 2 par atelier, sont mobilisés. Et ils ont pour objectif de retranscrire fidèlement les propositions citoyennes en des termes juridiquement valides. C'est leur tâche première. En plus de cela, des personnes ressources, joliment appelées fiches vivantes dans le jargon de l'atelier des lois, sont mobilisées. Donc ici, en l'occurrence, des syndicalistes du secteur nucléaire, comme Gilles Reynaud, et des physiciens nucléaires, comme Jean-Marie Brom, sont intervenus à chaque atelier afin de conseiller techniquement les citoyens et également de répondre à leurs questions techniques. Donc c'est 2 tâches qui se complètent, les juristes et les fiches vivantes. Le tout est appuyé par des outils de l'éducation populaire, à travers des bris de glace, des débats mouvants et également des formations en ruches dans lesquelles les citoyens ont pu, à travers ces ateliers, se concerter, donner leurs propositions et en débattre ensemble. Donc pour animer ces ateliers, des animateurs en éducation populaire, au nombre de 2 bien souvent, sont mobilisés et déroulent toute l'organisation de l'atelier. Puis à la fin de chaque atelier, le texte final est voté par les citoyens présents, par tous les participants, parce que je précise qu'à chaque atelier, c'est ouvert à toutes et tous, pas seulement des militants, c'est vraiment tout public. Et ce texte est publié sur la plateforme Avenir en commun, et également sur le Wikimédia de la France Insoumise. C'est une plateforme numérique donc sur laquelle les participants et ceux qui n'ont pas participé peuvent aller consulter le texte, le modifier, l'amender, voire supprimer les dispositions pour continuer ce travail d'enrichissement. Donc je vais laisser ma camarade Pamela Ossini pour l'atelier des lois continuer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ici, concernant la PPL nucléaire, ça a été 10 ateliers, une dizaine d'ateliers de loi qui ont été mis en place. Les participants ont inventé et développé de l'exposé des motifs jusqu'au dispositif des règles pour prévoir et organiser la sortie du nucléaire. 2 sessions de travail suite à cela ont été organisées notamment par Sylvain, Mathilde, ainsi que les personnes qui sont sur les ateliers de loi, Raphaël et Vivien, pour revoir la formulation juridique tout en conservant le sens des propositions citoyennes. Donc sur un sujet qui est très technique, le nucléaire, comme vous pouvez le voir dans le texte qui est présenté aujourd'hui, le défi a été relevé et nous apportons la preuve que les citoyens, quels qu'ils soient, ont la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets de société, mais aussi politiques. Depuis la campagne présidentielle, ce sont près de 50 ateliers de loi qui ont été mis en place, que ce soit de Forbach à Saint-Brieuc, de Lille à Marseille, sur de tels sujets que nous avons des ateliers de loi sur la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé et j'en passe. La présente PPL est ainsi la première à tirer sa source des citoyens eux-mêmes. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc Martine Billard, ancienne députée écologiste et puis co-animatrice du livret Planification écologique et règles vertes. Donc c'est aussi à ce titre-là que j'ai pu participer donc à cette aventure absolument innovante. Et en conclusion, c'est ce que je voudrais un peu souligner, c'est que une proposition de loi, on peut toujours la rédiger au sein de l'Assemblée nationale, mais qu'aujourd'hui, justement, c'est la première fois qu'est déposée une proposition de loi à partir d'un travail citoyen et conjuguant à la fois des citoyens qui peut-être ne connaissaient pas grand-chose sur le sujet, des personnes qui étaient investies dans des associations, dans des collectifs antinucléaires, et puis donc des juristes, et puis Mathilde notamment en tant que députée, et puis des spécialistes comme Jean-Marie Brom. Et je pense que c'est intéressant parce que le bilan qu'on va en tirer, c'est qu'on pourra l'utiliser pour d'autres propositions de loi. Je n'en doute pas que nos députés vont avoir à cœur de continuer sur d'autres sujets. Alors on pourrait dire, mais pourquoi une proposition de loi et pas une brochure ? On aurait pu faire une brochure sur la sortie du nucléaire. Je crois que l'intérêt de faire une proposition de loi, c'est de montrer qu'on n'est pas dans l'IACA faucon. Vous savez, les critiques qui sont souvent faites aux politiques, c'est « ouais, vous dites ça, mais si vous étiez au pouvoir, vous ne pourriez rien faire ». Le fait d'inscrire dans la loi démontre que c'est possible. Et ça a vraiment été au cœur de notre préoccupation, à la fois donc au niveau des ateliers des lois, et ensuite quand on a travaillé à partir de toute la richesse qui remontait de ces ateliers, c'était de voir comment on transcrivait dans la loi de façon à ce que ce soit crédible. Et donc c'est ce qui a été fait.
Alors pourquoi maintenant? Bon, Mathilde l'a dit, c'est la sortie de la PPE, le fait qu'il n'y aura pas de débat au Parlement, si ce n'est un article à un moment donné dans une loi au passage pour repousser la sortie, enfin la diminution du nucléaire à 2035 et pas à 2025, vraisemblablement à 4 heures du matin comme souvent, comme ça il n'y aura pas trop de débat. Donc c'est vrai que notre objet, c'est aussi de porter le débat dans la société sur cette question de sortie du nucléaire. Mathilde a souligné tous les sujets qui sont traités dans cette proposition de loi qui aussi a cette spécificité d'englober totalement la question du nucléaire et pas un petit morceau, parce que souvent, soit on parle de la fermeture des réacteurs, soit on parle du traitement des déchets, on oublie en général la question des travailleurs, on ne précise pas toujours le statut qu'on veut avoir, que ce soit sur la production ou sur la distribution d'énergie. Et donc c'est bien l'ensemble de cette PPL qui répond à toutes ces questions et en adoptant aussi donc une démarche de planification qui justement n'est pas celle de ce gouvernement, puisque, comme très justement dit Mathilde, il copie mieux Hollande, puisqu'il reporte au gouvernement suivant les choix qui seront à faire. Donc je crois que vraiment c'est l'intérêt de cette proposition de loi, parce que en fait j'étais en train de penser à une petite chose, bon, et pas strictement liée à la proposition de loi, mais je voulais juste faire une remarque sur les annonces d'Emmanuel Macron à propos des fermetures de réacteurs, puisqu'il a été dit c'est EDF qui devra fixer la liste précise, mais il n'y aura aucune fermeture complète des sites. Donc quand on écoute ça, on se dit c'est bizarre, s'ils ferment les réacteurs, pourquoi est-ce qu'ils ne ferment pas les sites? Alors j'attends tout de suite la réponse, c'est oui, mais parce qu'il y a plusieurs réacteurs sur un site, alors on ferme. Bon. Or, j'ai regardé la liste. Dampierre, 4 réacteurs qui sont de 1980 et 1980, donc ils seront dans la liste des réacteurs à fermer. Donc pourquoi est-ce que le site ensuite n'est pas fermé? Tricastin, 4 de 80 et 80, donc même question. Et Bugey, les 4 restants actuels c'est encore pire, 78 et 79, donc ils seront aussi fermés. Donc si tous ces réacteurs sont fermés et qu'il n'y a plus d'autres réacteurs sur ces sites, pourquoi est-ce que les sites ne seront pas fermés? On le sait, c'est parce qu'en fait, EDF, d'une part, comme la piscine de la Hague est saturée, cherche d'autres endroits pour construire une piscine, c'est le cas par exemple à Belleville-sur-Mer, et deuxièmement, on peut craindre qu'effectivement EDF se dise qu'elle pourra réutiliser ces sites pour construire de nouveaux EPR. Et donc c'est aussi ça que nous voulons dénoncer. Merci beaucoup, merci à vous. Donc nous avons cette proposition de loi que maintenant nous pouvons donner en commun à toutes celles et tous ceux qui veulent s'en saisir et de dire voilà, nous allons continuer à faire rentrer concrètement le peuple à l'Assemblée en disant que tout le monde, et c'est ce qu'ont bien souligné Sylvain et Pamela, et je pense que c'est très important, que tout le monde est capable de parler de politique, de faire de la politique, de faire des propositions de loi, et que loin des élites qui sont extrêmement méprisantes et qui continuent à croire que seule une partie de la population est légitime à parler, à voter, à aller à l'Assemblée, eh bien, nous continuons à faire société autour de cette proposition de loi comme d'autres en seront aussi. Merci à vous.